Bonjour à tous et bienvenue sur Blockchain Addict. Voici Antoine, je suis Magali et aujourd'hui nous recevons Damien Puto qui est le fondateur de Lizzy, une plateforme crypto où on en reparlera pour ce qui est de la sémantique, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment en France et à travers le monde. On y reviendra également. Damien, on est impatient d'en apprendre davantage sur Lizzy et sur la façon dont vous contribuez à notre écosystème crypto. Sans plus tarder et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ton parcours et comment tu en es venu à Lizzy? Ouais, bonjour à tous les deux. Ravi d'être là et de pouvoir partager un petit bout du coup de notre histoire. Moi, alors à titre personnel, je suis entrepreneur depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant dans différents secteurs d'activité. J'ai une forte veine commerce et commerçant notamment, puis j'ai eu des business physiques notamment. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai développé une première solution en fait dans la fidélité tokenisée, la fidélité 3.0 pardon en 2018-2019. C'est un peu comme ça que je suis tombé du coup dans la gamelle de la blockchain, entre guillemets. C'est comme ça que j'ai découvert la technologie, en me proposant en fait pour des commerçants indépendants un super programme de fidélité. C'était un peu le pitch à l'époque, de reproduire un petit peu, je ne sais pas si vous aviez connu les Smiles à l'époque, vous savez, c'était ce super programme de fidélité où tu cumulais des points chez Darty, tu pouvais les dépenser chez Hertz, etc. Bon, exactement le même principe, sur la blockchain Algorand d'ailleurs, et qu'on avait déployé du coup sur un MVP en Île-de-France notamment. Donc, on avait signé à cette époque-là un petit peu plus de 400 commerçants avec un peu plus de 10 000 utilisateurs. Du coup, donc, quand tu allais, tu vois, chez le fromager, tu cumulais des points de fidélité que tu pouvais dépenser dans le restaurant d'à côté, etc. Ça, c'était sur la technologie. À l'époque, on avait d'ailleurs déjà fait beaucoup d'attraction en fait de tout ce que pouvait être la complexité d'onboarding, on va dire, du coup des wallets non custodiaux. Du coup, au travers d'une app qui s'appelait du coup Feedly. 2019 est arrivé avec la réglementation, du coup, vous connaissez le PSAN notamment, et puis il y a surtout eu le Covid qui nous a tous bloqués. Après, c'est une histoire qu'on a tous vécue et qu'on connaît tous, hein. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai rencontré à l'époque Sébastien, mon associé cofondateur, qui lui portait un autre sujet qui s'appelait Easy Wallet, qui était un wallet non custodial développé sur Tezos et Bitcoin, donc un wallet de paiement crypto, hein, du coup, qui était interconnecté à plus de 27 000 points de vente. Eux aussi, pour le coup, stoppés par la réglementation PSAN et par du coup le Covid. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a décidé de fusionner en fait nos deux solutions pour donner naissance à Lizzy. Ça, c'était en mai 2022 du coup. Et donc Lizzy est née de la fusion de deux solutions. Donc une solution de fidélité sur blockchain Feedly et d'une solution de paiement crypto qui était déjà connectée à un hub de plus de 27 000 points de vente, voilà, et qui s'appelait Easy Wallet. Voilà un peu pour l'histoire. Et ravi de pouvoir la partager d'ailleurs avec vous aujourd'hui. Et j'aurais voulu savoir comment t'es venue l'idée, Damien, de faire ce projet. Alors en fait, tu vois, en 2017, en fait, avant du coup de tomber, je vais te dire comment je suis tombé peut-être dans la crypto, dans la blockchain. Alors j'ai l'habitude de dire que moi je suis pas tombé dans la crypto parce que en fait, historiquement, en 2007-2008, vous le savez, il y a eu la crise des subprimes et à cette époque-là, j'avais pas mal d'argent en bourse et j'ai tout perdu. Et donc, à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, je toucherai plus Ouais. jamais à ce qui fait plus 20, plus 30% ou moins 20, moins 30% en une journée. Et en 2017, j'avais mon associé de ma boîte précédente qui s'appelait Wi-Fi Media. On faisait de l'injection de contenu dans les réseaux Wi-Fi, qui me parlait de ce truc qui s'appelait Bitcoin, qui était comme un dingue. Alors, il n'était pas comme un dingue par rapport à l'aspect technologique et par rapport à l'histoire que ça peut raconter, mais plutôt par ce côté spéculatif. Je me souviens, il était comme un dingue. Il avait acheté à l'époque pas cher. Je crois que c'était le premier, tu vois, le premier vrai bull, tu vois, où il était monté à 17 000 ou 18 000. Je me souviens, il était comme un dingue, etc. Et puis de fil en aiguille, bon, la société s'est terminée parce que Google a décidé de convertir le trafic HTTP en HTTPS. On faisait de l'injection de contenu dans les réseaux Wi-Fi. On utilisait du coup l'HTTP pour pouvoir le faire. Bon, quand Google a converti du coup ce sujet-là, ça a été la fin de notre solution, malheureusement, qu'on a revendu en Asie, pour le coup. Je me suis retrouvé à ce moment-là, en fait, avec deux solutions. Soit continuer à faire du coup de la tech marketing, parce que c'était plutôt ça ma veine. Donc, je me souviens, ce qui m'a fait jumper un peu dans l'écosystème Web3, c'était le mapping BPI. Je sais pas si ça vous dit, c'est mapping où vous voyez toutes les boîtes par secteur d'activité, etc., dans des verticales données. Et donc, il y avait les marketing tech avec, tu sais, tu pouvais monter des serveurs d'envoi de SMS, d'email, machin, etc.
Et en fait, il y avait tellement de marques que c'était inaudible. Et de l'autre côté, tu avais la blockchain. Et du coup, c'était une page qui était quasiment blanche à l'époque. Tu vois, une page vierge, il y avait 8-9 marques. Encore, c'était même pas des marques, c'était plutôt des boîtes, tu vois, de services informatiques qui développaient de l'infra, etc. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, faut y aller parce que j'ai vu, en fait, l'opportunité. Et du coup, pour répondre à ta question, ce qui m'a fasciné, c'était pas le côté, du coup, spéculatif des cryptos, tu l'as bien compris, mais la technologie blockchain et tout ce qu'on pouvait en faire. Et donc, j'ai appliqué, en fait, si tu veux, mon cas d'usage, puisque, comme je te le disais, en plus, j'ai une forte veine, du coup, commerce physique. Et donc, le marketing appliqué à la fidélité avec la technologie blockchain. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Voilà. Et quelles étaient les premières marques qui s'intéressaient à la blockchain au tout début, que tu te souviens? Il y avait, il y a ceux qu'on connaît encore, hein, les blockchain partners. Alors, je crois qu'ils ont été, enfin, je crois qu'ils sont plus forcément là, mais tu avais les blockchain partners, tu avais les smart chains, tu avais, tu sais, un petit peu tous ceux qui fournissent aujourd'hui de la prestation de services, en fait, autour de blockchain. Voilà, je suis un corpo, je veux développer une blockchain ou en tout cas rentrer dans ce sujet-là. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Et c'était plutôt eux qui avaient. Il y avait à l'époque aussi, je me souviens, tu vois, pour avoir fait quelques meet-up à Paris, je me souviens à l'époque, Consensus était plutôt très actif aussi sur ces meet-up Bitcoin, etc. Et donc, voilà, c'est un peu les gros players qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup d'exchanges à cette époque-là. D'ailleurs, tu vois, j'ai rencontré à cette époque-là, alors j'ai rencontré moi ma première relation avec les exchanges, ça a été dans le cadre d'Easy Wallet justement, puisque en fait Easy Wallet était connecté à Descoin et Savitar. Alors Descoin qu'on connaît toujours parce que du coup ils ont passé le cap régulation, etc. post PSAN, mais Savitar par exemple qui était un exchange qui a malheureusement disparu mais français et donc voilà donc ouais, à cette époque-là, c'était plutôt ces faiseurs-là qui étaient présents dans l'écosystème. Et en fait, nous, comment on est rentré aussi, pour la petite histoire, on a fait partie de la première cohorte de The Garage. Alors, je sais pas si ça vous parle, The Garage, mais c'était du coup le premier accélérateur européen du coup Web3 qui avait été monté à l'époque par Cyril Paglino, Adil notamment, etc. Et donc voilà, c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, je lis un peu partout qu'on est toujours très early et c'est vrai. Mais à cette époque-là, disons que tu vois, mes interlocuteurs, c'était pas vraiment des marques ou des retailers, c'était plutôt des ingénieurs et des geeks, tu vois, qui étaient dans ces sujets-là. Mmh. Voilà. Donc on a vu quand même le marché, enfin, tu vois, pour avoir le recul de, un petit peu, enfin, comme vous, je pense que vous êtes même encore un petit peu plus early, mais tu vois, le marché entre, tu vois, des interlocuteurs que tu pouvais avoir à cette époque-là, on parle d'époque, mais c'était il y a 5, 6, 7 ans. Et le marché d'aujourd'hui avec, tu vois, tout ce qu'on peut voir, tous ces événements qui se sont créés aussi, qui sont aussi des lieux de rencontre aujourd'hui incontournables. Tu vois, je pense à la Paris Blockchain Week, je pense à, tu vois, tous ces events qui se créent même en France aujourd'hui autour de la blockchain et du Web3. Bon, bah, à cette époque-là, c'était encore, tu vois, vraiment très, très, très niché et très techie, quoi, très geek. Moi, je pense que pour vous, alors peut-être que c'est complètement biaisé comme avis, puis c'est pas bien de commencer ces phrases par «moi, je», mais je pense que, ça a vraiment été un boom pour vous avec, le printemps, il me semble, où il y a eu Alors, il y a 2 ouais, ans ou 3 ans de ça, ouais. vous avez eu un partenariat, ou Alors, c'était avec pas le printemps. marché, pardon? Non, c'était pas printemps, mais printemps vient d'arriver, donc on en parlera. Mais en fait, donc quand je vous parlais de la présentation au début, quand on a fusionné nos deux solutions et qu'on a lancé l'Easy, on a lancé un MVP avec Sébastien et en fait, on a lancé ce qui nous a propulsé, et ça, je suis complètement d'accord avec vous, parce qu'on nous en parle encore d'ailleurs. C'était en juin 2022, on a lancé en fait la carte cadeau crypto dans le centre commercial à Beaugrenelle, à côté de C'est la ça, Tour Eiffel. pardon. Voilà. Et donc, ça nous a propulsé, tu as tout à fait raison. À cette époque-là, d'ailleurs, on était interconnecté avec The Bitex. On avait développé du coup le MVP du coup avec The Bitex notamment, qui était l'exchange partenaire qu'on avait du coup à cette époque-là. Et en effet, ça a été un truc de dingue. C'est-à-dire que, tu vois, la petite histoire, c'est que ce produit-là, quand on l'a lancé, on n'était pas tout à fait prêt, pour être tout à fait transparent. Et en fait, on a été submergé par déjà les retours médiatiques. Franchement, on a passé les 15 premiers jours en fait du lancement de la carte cadeau crypto à Beaugrenelle. En plus, on avait un pop-up store.
ça a été un raz-de-marée médiatique. Nous, de notre côté, franchement, alors moi, j'avais jamais vécu ça, pour être tout à fait honnête, en tant que founder. Mais j'ai écumé les plateaux télé, etc., les interviews, etc., pendant 15 jours. Ça a été un truc assez incroyable. Et c'est ce qui nous a propulsé, on va dire, 18 mois plus tard, avec plus de 1000 commerçants aujourd'hui en France, Belgique et Espagne qui acceptent le paiement en crypto avec notre solution. Des très petits commerçants dans le fin fond du Périgord, le boucher charcutier, entre guillemets, à la multinationale que peut être le groupe Apsis ou Printemps qu'on vient de déployer du coup en décembre 2023. Donc aujourd'hui, tu peux payer en crypto dans tous les magasins Printemps en France. Donc c'est plus de 18 centres commerciaux, donc dont Printemps, tu vois, à Paris, hein, tu vois, des grands magasins, etc. Avec qui on écrit une histoire commune. Alors on n'a pas vraiment communiqué le lancement de Printemps pour le moment. On a été plutôt dans une optique, on va dire, de bêta avec eux, c'est-à-dire que eux aussi, si tu veux, c'est important quand on onboard des très grandes marques, et ça, je suis sûr qu'on va en parler, c'est de tisser en fait une relation de confiance, parce qu'en fait, il faut être conscient qu'une marque qui lance, tu vois, l'année dernière, par exemple, avec Printemps, alors on a signé, nous, un gros partenariat avec Binance l'année dernière, mais vous le savez, Binance l'année dernière, il y a eu pas mal de sujets avec des bad buzz qui pouvaient être assez réguliers à une période. Et quand toi, tu as des marques en face de toi avec qui tu travailles, bah, du coup, tu vois, il faut pouvoir aussi les rassurer sur pas mal de sujets qui peuvent être liés du coup à cette conjoncture de marché. Alors en plus, on sortait, si tu veux, de Terra Luna, d'FTX, enfin de tout ce bear market qui a été dur, qui a été long, etc., où en fait, on a senti que la confiance, tu vois, était un petit peu partie, tu vois, sur ce côté-là. Et donc, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment, si tu veux, de construire des relations très saines au niveau des marques, parce qu'en fait, pour nous, les marques sont le pilier de l'adoption du Web3. Et c'est pour ça que nous, on se positionne au niveau de l'acceptation, parce que pour nous, la vision, si vous voulez, au niveau du paiement crypto, c'est que aujourd'hui, tu vois, on nous compare souvent, mais par erreur, à ce que peuvent être des cartes bancaires. Tu vois, je pense aujourd'hui à des super produits du type des blocs là qu'on voit beaucoup, etc., qui est un super produit. Hein, et tu vois d'autres cartes bancaires sur du non-custodial qui ont une valeur ajoutée, je pense, très certaine, mais qui sont, de mon point de vue, en tout cas de mon point de vue, en tout cas de fondeur, très imparfaites, parce qu'en fait, elles déresponsabilisent à nouveau le commerçant. Et en fait, quand toi, tu vas payer avec ta carte de bloc ou Mastercard, voilà, d'une solution X ou Y, in fine, le marchand ne sait pas que tu payes en crypto. Et ça, pour nous, c'est un problème parce que globalement, si tu veux avoir de l'acceptation globale, il faut que le marchand soit capable d'identifier que toi, en tant que porteur de crypto, tu payes avec tes cryptos. Et c'est que comme ça, en fait, que tu ouvriras le marché, que tu ouvriras la démocratisation. Donc, pour moi, les cartes bancaires sont très, très bien, mais elles sont imparfaites parce que, en fait, elles déresponsabilisent du coup le marchand. Et peut-être que je vais répondre à vos futures questions, mais aujourd'hui, en fait, il faut le savoir, le paiement est ultra stratégique pour les marques et les enseignes. Ultra stratégique. C'est-à-dire qu'avant, le paiement, c'était juste, OK, tu achètes un truc. J'ai fait de la com, on va dire, en tant que marque Web2 pour le pantalon et la chemise. Tu vas en magasin, le moyen de paiement est juste, si tu veux, la finalité dans tout ce qui a pu se faire en termes de marketing. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu un vrai changement de paradigme depuis quelques années, je pense 4-5 ans en arrière, où en fait les marques ont vraiment intégré le moyen de paiement comme étant un levier d'acquisition et de rétention d'une nouvelle clientèle dans une stratégie d'omnicanalité et d'hypersegmentation. Et donc aujourd'hui, ces marques-là, en fait, et c'est pas pour rien quand tu vas, tu vois, aujourd'hui sur un site e-commerce, tu as 10 moyens de paiement. Si tu vas sur Cdiscount, tu vas sur VP, etc., tu as le 3-4 fois, tu as American Express, tu as la carte bancaire, évidemment. Voilà, tu as plein de moyens de paiement parce que, en fait, ça permet, si tu veux, d'aller chercher une nouvelle clientèle. Et donc, Printemps, pour reboucler, et après, je prends toutes vos questions parce que j'étais un peu long. Printemps, par exemple, a cette stratégie. Mais je parle de Printemps, mais je parle des grands magasins parisiens, par exemple. Ouais. J'ai l'habitude de donner cet exemple, mais il y a 4-5 ans en arrière, quand ils ont déployé Alipay ou WeChat Pay dans leur système de caisse, c'était pas pour que toi et moi, on aille payer. C'était pour, en fait, capter ce flux de clientèle asiatique quand tu vires sur Paris et leur proposer, en fait, leur moyen de paiement préféré pour que quand ils viennent, eh bien, en fait, ils maximisent du coup la dépense. Voilà. J'étais un peu long, mais c'était voilà, un peu l'overview du coup de la très beau Grenelle. C'est super intéressant. Alors, pour en revenir un petit peu plus concrètement pour les personnes qui nous écoutent, en fait, Lizzy propose du coup
à la fois une solution de paiement pour que les commerçants puissent accepter les paiements en crypto-monnaie. Et de l'autre, il y a également une application qui donne accès à une marketplace où on peut payer en crypto-monnaie avec certains de vos partenaires, par exemple, qui permet également d'utiliser les crypto-monnaies dans vos réseaux de commerçants et qui permet également un petit peu de cashback. Et tout ça rejoint ce que tu disais par rapport à l'importance de payer maintenant. Alors en off, tu nous disais que tu avais fait du commerce Physique, ouais. sur le Ouais. terrain physique. J'en ai fait également beaucoup dans la restauration, que ce soit de standing ou de fast-food. Et c'est important que les personnes qui proposent des solutions de paiement fassent que quand la personne elle va s'acheter son sac à main Gucci en Bitcoin au printemps, l'expérience de paiement soit fluide jusqu'au bout, au risque de faire passer le printemps pour un commerce qui n'égale pas le prix des choses qu'il propose. Et je voulais savoir un petit peu comment ça se Ouais. passait justement. Alors peut-être mettre à part le printemps, puisque du coup Ouais, ouais, tout à fait. c'est récent, mais comment vous abordez avec les commerçants cette forme de pression-là? Ouais. Parce que pour Ouais, ouais. avoir été sur le terrain, c'est super important que Ouais, ça ouais. marche, que ça fonctionne. Non, mais c'est super pertinent ce que tu dis. Alors, juste pour information, en fait, on a fait un petit pivot entre fin 2023 et ce début d'année. Alors, début d'année, on est déjà quasiment à la moitié. Mon Dieu, que le temps passe vite. Où en fait, on a déporté. En fait, si tu veux, en effet, avant, pour pouvoir payer en crypto, il fallait télécharger notre app. Bon, ben là, dans les jours qui viennent, on sort notre white label, c'est-à-dire du coup notre solution en marque blanche, où on devient vraiment un connecteur, où demain, en fait, on interconnecte, si tu veux, des marques chez qui on est déjà connecté dans les systèmes de caisse et dans les TPE, donc les terminaux de paiement électronique. Et en fait, de l'autre côté, tu vois, on connecte des gens qui ont de la crypto, donc sur des exchanges dans un premier temps, en effet, mais demain, on a aussi du coup le sujet pour connecter des wallets non custodiaux. Alors, ça passera après par de l'AML, etc., mais on en parlera, j'en suis sûr, un petit peu plus tard sur ces sujets-là. Mais en tous les cas, on a quand même fait un petit pivot, en effet, parce qu'on avait notre app, qui était une app au départ qui était centrale, en effet, au niveau de notre cas d'usage, je parle de paiement, mais qui générait quand même de la friction en termes d'usage. C'est-à-dire que quand tu vois, tu es un Asiatique, je reste focus sur Printemps parce que c'est le bon exemple, mais quand tu vois, tu es un Asiatique, que tu viens sur Paris, que tu vas chez Printemps, qu'on te dit, top, tu peux payer en crypto chez Printemps. Donc là, c'est super et on va te dire, tu peux connecter ton wallet Binance Pay, hein, en tout cas ton compte Binance Pay. Binance et ton wallet Binance Pay. Mais par contre, pour le faire, tu dois télécharger Lizzy et tu dois connecter en fait ton compte Binance Pay sur l'application Lizzy, etc. Donc tout ça, ça génère en fait beaucoup de churn potentiel, si tu veux, pour l'utilisateur, tu vois, qui est pas forcément, tu vois, éduqué ou qui a ne serait-ce que pas envie parce que il ne correspond pas en fait au code, à ces codes culturels, j'ai envie de te dire. Tu vois, aujourd'hui, quand on parle de la clientèle asiatique, typiquement, ils sont, tu vois, aujourd'hui sur des super apps que sont Alipay. Alipay, tu fais à peu près tout dessus, d'accord? Tu as le compte en banque, tu as l'épargne, tu as ta carte vitale, enfin, tu as vraiment absolument tout. Et d'ailleurs, ils font tout avec ça. Je parle de la clientèle plutôt asiatique. Bon, pour la partie crypto, tu vois, ils utilisent Binance, qui est en fait un peu le tiers de confiance. Donc, si tu leur amènes en fait cette application au milieu, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé aussi de faire ce move pour devenir plutôt un connecteur, si tu veux, entre ces plateformes qui ont déjà une masse critique d'utilisateurs très fort et du coup, de l'autre côté, du coup, les marques. Et du coup, nous, notre travail, si tu veux, c'est d'aller convertir les marques. Et donc, nous, Comme en il n'y a fait, plus de Binance Card, comme Binance Card a arrêté, du Alex, coup, ça aide que vous avez peut-être aussi eu une curiosité de la part d'un certain public pour voir si on pouvait passer par Lizzy. ouais, Enfin, je pense ouais, aussi. tout à fait. Alors, il y a 2 points sur Binance. C'est que, alors, si on reste focus sur Binance, c'est que Binance, aujourd'hui, n'a plus la Binance Card, Mmh. d'accord? Donc, elle n'existe plus. Et donc, eux, le focus, c'est plutôt de pousser leur technologie de paiement Binance Pay, c'est-à-dire la technologie de paiement par QR code. Alors, nous, on le voit avec notre point de vue occidental, mais en fait, l'usage du QR code dans le paiement partout dans le monde Mmh. est très différent de ce que l'on peut connaître aujourd'hui en France et en Europe de façon très globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un standard. En Asie, par exemple, le paiement par code QR, bon, c'est le standard. J'ai beaucoup parlé d'Alipay, etc. Bon, bah, Alipay, c'est du paiement par QR code à peu près partout, d'accord? Donc ça, c'est un premier point. Les exchanges ont besoin de nous aujourd'hui. Je parle des exchanges, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cas d'usage qu'on a connu et qu'on connaît tous, c'est le cas d'usage autour des cryptos qui reste très spéculatif. On est tous d'accord avec ça. Et de mon point de vue, c'est ce qui a permis d'être là où on est aujourd'hui. Maintenant,
La vraie difficulté pour un porteur de crypto, malgré tout, c'est de réinjecter ces cryptos dans l'économie réelle. Ça, c'est un pain point qui est quand même très important. On parlait des cartes bancaires tout à l'heure. Elles sont très bien, mais de mon point de vue, en tous les cas, et dans notre vision, elles résolvent cette partie du problème, mais que de façon partielle, où nous, notre focus est plutôt côté commerçant plutôt que côté utilisateur. En revanche, tu vois, je vous donne l'exemple, mais tu vois, on aime en parler, mais tu vois, il y a quelques mois, on a eu une transaction d'un gars qui a payé du coup un GLC Mercedes dans le sud-ouest de la France, puisqu'on a un réseau de concessions automobiles qui est affilié du coup à la solution. Il s'est acheté son GLC Mercedes pour 70 000 euros, c'était un équivalent de 80 000 USDT. Grâce à la technologie de paiement par QR code, la transaction a pris 1 seconde. C'est-à-dire qu'il a présenté son QR code, le commerçant a scanné le QR code, la transaction est passée. Il n'aurait jamais pu payer avec une carte bancaire, etc. Ce qui s'est passé derrière, en effet, tu le disais à juste titre, c'est que cette personne-là, en plus, a eu du cashback, donc du cashback crypto, qui est une veine bien spécifique dans l'usage. Mais aujourd'hui, 12% de la population française a des cryptos. Bon, ben, légitimement, si tu fais du cashback en crypto, tu sais que tu peux capter déjà cette clientèle-là dans l'usage. Et cette clientèle-là, en plus, elle a un vrai pain point, c'est-à-dire que OK, pour aller, tu vois, payer en carte bancaire, tu vois, pour payer ton café en crypto, c'est sympa, il n'y a pas de problème, c'est bien, ça fait le boulot. Mais demain, tu veux t'acheter ton sac Gucci, tu veux t'acheter ta maison, ta voiture ou des choses qui ont une valeur beaucoup plus importante en termes capitalistiques. Bon, bah, tu vas avoir un problème quand même qu'on connaît tous, c'est de rapatrier tes cryptos de ton MetaMask vers ton exchange pour faire ton swap en euros, ensuite de l'euro, l'envoyer sur ton compte en banque. Là, tu vas prier pour que ton banquier te demande pas de signer 10 000 documents et de te bloquer les fonds jusqu'à qu'il soit sûr que tu fais pas, tu finances pas le terrorisme et que tu fais pas de la fraude, tu vois, de la fraude fiscale entre guillemets. Et ensuite, tu vas réceptionner les fonds pour pouvoir aller acheter ta voiture, etc. Bon. Nous, si tu veux, notre flux est beaucoup plus simple, c'est du plug and play, c'est ça notre vision. Donc, résoudre ce pain point qui est important côté utilisateur, c'est j'ai mes cryptos aujourd'hui et tu vois, on a beaucoup appris de nos deux produits. Easy Wallet, qui était le wallet de paiement crypto non custodial sur Tezos et Bitcoin, mais qu'on n'a pas pu pousser à grande échelle parce que, bon, l'Wapsan, machin, etc., mais qui était dans le principe très bien parce que, bon, globalement, alors, il était très bien, mais il impliquait que tu déplaces tes bitcoins du wallet, ton wallet de storage, entre guillemets, vers Easy Wallet, qui était la solution, qui peut poser problème notamment, etc. Et donc, notre vision à nous, elle est plutôt de s'appuyer sur du coup des plateformes sur lesquelles tu as déjà tes cryptos parce que tu as la relation de confiance, tu n'as pas envie de bouger tes cryptos, tu n'as pas envie de faire un énième KYC, etc. Et donc, aujourd'hui, on préfère aller agréger des plateformes sur lesquelles tu as déjà fait ton KYC, tu es déjà en confiance, etc. Et c'est vrai, aujourd'hui, en général, on a tous un exchange, un wallet, tu vois, où on fait notre storage et une ledger, entre guillemets. Et c'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent. Et donc, nous, notre vision, c'est plutôt de dire, écoute, tu vas connecter ton wallet principal ou, tu vois, ton exchange, ton compte exchange, etc., qui va te permettre de pouvoir dépenser tes cryptos si tu le souhaites. Voilà, j'ai un achat, tiens, c'est la fête des pères dimanche, j'ai envie d'aller faire un cadeau sympa pour mon mari, je vais chez Printemps, je lui achète une belle montre, un beau truc, je peux le payer en crypto, c'est cool. Voilà. À la position qu'on avait précédemment, qui était, on crée un nouveau wallet, tu déplaces tes cryptos de ton MetaMask vers le wallet, tu dois faire ton KYC, etc. Donc ça, c'est plutôt notre positionnement aujourd'hui, et ça fonctionne très très bien. Et c'est ce qui rassure aussi les marques. Pour répondre à ta question du coup dans le détail, aujourd'hui les marques, elles ont besoin. Déjà, tu vois, le volatility free, il est très important pour eux. C'est-à-dire que, tu vois, elles veulent que tu leur garantisses que quand tu vas payer 100 euros en Bitcoin, ce soit 100 euros de chiffre d'affaires à la fin de la journée. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, la réalité, c'est que à part quelques commerçants qui sont un peu matures sur le côté, j'ai envie de porter, tu vois, des cryptos dans ma comptabilité, les grands groupes aujourd'hui, en Europe, je parle, sont plutôt très conservateurs et veulent plutôt, tu vois, que tu les reverses en euros, en devises fiat, du coup, sur leur compte en banque. Ça, aujourd'hui, ils sont pas vraiment prêts pour faire du placement de trésorerie. Ça Même vient. en stablecoin, même en stablecoin, maintenant qu'il y a cette possibilité, Ça va venir. qui ne touche pas vraiment de la crypto, mais qui tous les mois en fait transforme une Ça va partie de sa venir. paye en USDT sur Ça va son venir. échange et qui Ouais. du coup l'utilise après pour le dépenser pour les vacances, par exemple, qui Ouais. se fait une cagnotte. Ouais. Mais alors, ça va venir. Je te parle côté marque. De mon Ouais, point de oui, vue, ça va venir. Mais en fait, tu sais,
nous, tout est un escalier. L'adoption, c'est un escalier. Et donc, en fait, pour tisser la relation de confiance, en fait, il faut que tu ailles voir le marchand en lui disant, regarde, aujourd'hui, tu as 500 millions de porteurs de crypto dans le monde. Horizon 2029, tu as 1 milliard de porteurs de crypto. OK? C'est la réalité. C'est un habitant sur 8 sur Terre qui auront de la crypto. Bon, ces gens-là, ils ont un pouvoir d'achat, etc. Mais ils ont une contrainte, c'est qu'ils ont des difficultés à réinjecter leur crypto dans l'économie réelle. Donc, quand tu vas les voir, tu leur dis, nous, on te donne une solution qui est plug and play, qui est déjà interconnectée à tes systèmes de caisse, dans la monétique, etc., que tu peux déployer en plus sans frais, d'accord, qui te coûte 0 €. Et tu peux capter cette nouvelle clientèle à qui, en plus, demain, tu vas pouvoir proposer d'autres trucs. Tu vois, une carte de fidélité 3.0 qui va permettre, tu vois, de les fidéliser sur d'autres verticales, etc. Les envoyer sur du programme ambassadeur pour leur faire vivre des expériences sympas, etc., etc. Et donc, ces gens-là, si tu veux, il faut y aller par étapes. Cette étape-là, c'est le côté plug and play. Donc, ils voient en général une transaction, 2 transactions, 3 transactions, ils reçoivent les fonds sur le compte en banque, etc. Relation de confiance. Première étape, ils nous ont vendu un truc, les gens sont venus, on a reçu l'argent sur notre compte en banque, ça fonctionne, c'est OK. On peut peut-être écouter s'ils ont d'autres choses à nous proposer. Oui. Deuxième étape, ces gens-là, c'est les porteurs de crypto. On va leur faire du cashback, pourquoi pas. Donc, du cashback, nous, avec notre propre crypto, pourquoi pas, puisque c'est le Lizzy Token. Mais demain, tu vois, et c'est pour ça qu'on vient de racheter une solution qui s'appelle Garden Lab. Je ne sais pas si vous avez vu notre actu, mais racheter une solution de fidélité Web3 notamment, qui nous permet, si tu veux, de pouvoir faire du paiement enrichi, avec la promesse, si tu veux, demain pour les marques. Une fois que le paiement crypto a été fait, boum, tu vas aller claimer ton NFT, tu vois, qui va pouvoir évoluer en fonction de tes comportements, etc. Et du coup, on est dans une dynamique où Magali est venue dépenser. J'ai identifié que du coup, c'était quelqu'un qui avait de la crypto, apportait de la crypto, etc. Je l'ai mis du coup dans une segmentation marketing, mais c'est pas un gros mot, mais très verticalisé si tu veux, où je t'ai mis, tu vois, dans un truc où potentiellement je vais te donner un NFT. Ce NFT, il va être évolutif, il va te donner des avantages. Tu vas aller sur le site internet avec du token gating, tu vas avoir des réductions spécifiques parce que tu as ce fameux NFT qui est la nouvelle carte de fidélité, etc., etc. Et donc tout ça, ça se fait en fait par palier. Et pour nous, le troisième, là je réponds à ta question Antoine, c'est du coup la DeFi avec le placement de trésor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos commerçants, c'est je reçois 1 euro équivalent Bitcoin, entre guillemets, je te reverse 100% sur ton compte en banque. Voilà, donc un pour un. Demain, le commerçant pourra choisir s'il veut, par exemple, 10% en crypto, en stable. Et sur ce 10% en crypto, on va lui dire, écoute, place-le sur un Volt dans de la DeFi pour faire, tu vois, du revenu dessus et du placement de trésorerie. Mais du coup, tu vois, ça, c'est des étapes qui, de notre point de vue, tu vois, doivent être respectées. Alors, le commerçant indépendant qui veut accepter le paiement crypto, lui, tu vois, s'il accepte le paiement crypto, il est plutôt très mature, donc lui, il est prêt, tu vois, pour aller sur du placement de trésorerie, parce que, tu vois, c'est le seul maître à bord, etc. Des grands groupes, du type Printemps, Apsi, des foncières, etc., qui font déjà du placement de trésorerie, pour le moment, ça reste très exploratoire, tu vois, c'est très loin. Puis c'est toujours, la même histoire aussi. Il faut, pour appuyer ton propos, hein, sur le terrain, il faut que la personne au bout de la chaîne, elle puisse faire, sa caisse sans que tu dépenses des sous pour la former, sans que tu dépenses Exactement. ça paraît, Ouais, ça tout à fait. paraît idiot, hein, mais si le Printemps se retrouve à devoir former, leurs 50 caissiers d'un coup, parce que, il y a pas de change à la fin de la journée, c'est Alors, une grosse dépense pour eux. je suis complètement d'accord avec toi. Et pour te donner l'input, tu vois, Printemps. Donc, Printemps, par exemple, Printemps au Span, c'est, je crois, un peu plus de 500 postes de caisse. Voilà, à peu près. Hein, donc, tout le monde peut encaisser. La difficulté, en effet, c'est la formation sur ces sujets-là. Bah oui. C'est-à-dire que quand nous, tu vois, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que quand tu vas à la caisse et que tu dis je vais payer en crypto, le mec, il te regarde pas avec des yeux de hibou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et que ce soit simple pour lui, compréhensible et qu'on ait bien fait le travail, en fait, si tu veux, en amont. Et donc, on travaille main dans la main, justement, avec Printemps, notamment, mais c'est avec toutes les marques pareilles, pour, en amont, en fait, du lancement du moyen de paiement, de faire toute cette partie, en fait, d'éducation des vendeurs, etc. Parce qu'en fait, le vendeur, c'est le promoteur en fait du moyen de paiement. Si le vendeur ne connaît pas, ne sait pas et que c'est difficile pour lui dans l'usage, Ils ne le forcément, proposent en fait, pas. il le proposera pas. Et ça, c'est une évidence. Donc, il faut que ce soit simple et que ça réponde à des codes qui sont connus. C'est d'ailleurs pour ça que, si tu veux, bon, le paiement par QR code dans les grands magasins, c'est un standard aujourd'hui et c'est assez simple dans la mécanique de flux, si tu veux, parce que c'est un flux qui est connu des vendeurs. Et ça, c'est très, très important.
Après, tu vois, on a des phases d'éducation qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction des marchands, et à juste titre, parce que, tu vois, des fois, ben, en effet, tu as ces mécaniques de flux qui peuvent être différentes en fonction que ben, tu payes chez Printemps, ou que tu payes chez le commerçant indépendant, ou que tu payes dans un réseau de franchise chez qui on a déployé, par exemple, tu vois, la caisse, tu sais, les écrans tactiles. Tu vois, je pense par exemple aux écrans tactiles quand tu vas passer des commandes dans un fast-food. Bon, bah là, tu as un flux de caisse qui est qu'on essaye d'avoir le plus homogène possible pour être très uniforme au niveau du réseau d'acceptation, mais il faut être conscient que les marques ont leur propre setup en termes de caisse, de Ouais. TPE, etc. Et donc, nous, on a un vrai challenge. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de croissance aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est numéro 1 sur le paiement crypto en point de vente. C'est parce que justement, on a réussi en fait à faire matcher l'ensemble de notre proposition de valeur avec les contraintes que peuvent avoir ces marchands traditionnels ou un petit peu plus matures. Et donc aujourd'hui, quand tu veux déployer, bah, nous, on peut aussi bien déployer, tu vois, sur des écrans tactiles qui sont déployés dans des systèmes de caisse. Tu vois, exemple, Zara, tu vois, dans certains Zara, par exemple, je ne sais pas si vous les avez vus, mais tu as des écrans tactiles ou Decathlon est hyper mature sur ces sujets-là. Tu sais, tu mets tous tes trucs dedans, tu as l'écran Ouais, peut tu as te besoin montrer de scanner. le QR code, voilà. Mais tu en as d'autres qui ne le sont pas du tout. Et donc Mhm. là, tu as un vrai challenge où, bah, tu vois, par où ça passe? Est-ce que ça passe par la monétique? Est-ce que ça passe par la caisse? Est-ce que ça passe par une tablette ou par le téléphone du coup du vendeur aussi? Enfin voilà. Donc c'est un vrai challenge malgré tout, mais on a réussi à craquer quand même cette partie-là et c'est pour ça qu'on a beaucoup de croissance et qu'on signe toutes nos marques là. J'ai l'impression qu'on se rend de moins en moins compte qu'on paye. Le geste de payer, du coup, parfois, déjà avec la carte bleue, je trouvais qu'on se rendait pas compte forcément de la somme. Et du coup, avec en plus maintenant la crypto, je trouve que ça met un petit flou. Mais ça, c'était une Ouais, petite parenthèse. Et j'aimerais, bah, du coup, aller sur le site internet bah, c'est un super site internet, mais j'aurais aimé savoir pour les commerçants qui te découvrent, ouais, comment ils peuvent pousser leurs recherches, que je vais afficher tout de suite. Mais ouais. quelle est la première démarche? Comment s'y intéresser? Et après, quelle démarche à faire en Ouais, premier? ouais, ouais, je comprends. Alors, donc là, donc je vous le disais, hein, du coup, l'app, tout ça, donc là, on est en train de refaire le site internet pour info. D'accord. Donc le site que tu présentes d'ici un mois, ce sera complètement différent. Mais le principe sera exactement le même pour les commerçants. Si tu vas tout en haut, normalement, dans le petit menu, Yes. voilà, ici, tu choisis, voilà, si tu es un commerçant indépendant ou un retailer, voilà, tu vas après dans le formulaire de contact et tu fais une demande et on te rappelle, on t'explique, c'est hyper simple. Et derrière, pour déployer, alors on a un back-office qui est pareil, qu'on met à disposition du coup du commerçant. Hein, alors quand je dis commerçant, hein, c'est aussi bien le très petit commerçant que l'enseigne, la franchise, etc. Et du coup, sur ce back-office, bah, en tant que commerçant, tu vas pouvoir piloter l'ensemble en fait de tes flux. Tu vas pouvoir faire tes exports pour ta comptable. Tu vas pouvoir envoyer des liens de paiement. Tu vas pouvoir, si tu es un e-commerçant, intégrer, tu vois, ton PrestaShop ou ton WooCommerce, par exemple, etc. Et donc, tout commence de là, en effet. Tu le dis à juste titre. Le mieux est de passer par le formulaire de contact ou de nous rejoindre sur les canaux voilà, dont tu parlais, enfin que tu montrais plutôt par, voilà, sur un Telegram, sur notre Discord ou, ou autre, parce qu'on est à peu près partout. Donc voilà, voilà l'idée. Cool. Et je vais revenir après pour, en tout cas, les retailers. En tout cas, c'est Ouais. juste installer l'application qu'ils peuvent retrouver sur, l'Apple Store et après, bah, du coup, ils se connectent à leur échange, qu'ils souhaitent et Ouais, alors du coup, il n'y a plus l'app. Hein. Donc l'app va continuer à vivre, mais tu n'auras plus cette obligation formelle pour processer un paiement de télécharger l'application Lizzy. C'est-à-dire que demain, tu vois, chez Printemps, donc ouais, là, dans les jours à venir, tu vas directement avec ton compte, par exemple Binance, Binance Pay, tu peux payer directement via ton compte Binance Pay sans passer par l'application Lizzy. Si tu passes par l'application Lizzy, tu auras du cashback, tu auras tout ça. Mmh. Euh, si tu passes par juste Binance Pay, on est en train de travailler justement sur cette fameuse feature, tu vois, de cashback, qui sera d'ailleurs 100% non-custodial. Il faudra que tu le claimes. Bon, voilà. On essaye de réfléchir quand même parce que tu le disais au tout début, le challenge aujourd'hui, donc dans le paiement, le paiement aujourd'hui, il est hyper challengé, quoi. C'est-à-dire, enfin, franchement, on est tous hyper contents de payer en tap and pay, tu vois, avec le téléphone, tu vois, sur le TPE du commerçant. Donc, nous, notre challenge, c'est de rendre cet acte de paiement le plus, tu vois, seamless possible, sans couture, tu vois, en français. C'est-à-dire, il faut que ce soit simple, rapide et efficace. C'est-à-dire que tu passes pas 3 heures à t'onboarder, que tu passes pas 10 minutes à connecter ton compte, le cas échéant en Binance, et que quand tu es devant la caisse,
tu génères ton QR code, le caissier scanne le QR code, tu fais ton code PIN, c'est réglé, c'est passé et c'est réglé. Donc notre challenge, nous, il est là aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important. Et c'est le challenge de l'acceptation de façon très globale. Mais bon, on est plutôt sur de bonnes rails. Voilà. En tout cas, on a beaucoup de croissance aujourd'hui sur ce côté-là. Et du coup, Alors, c'est quand vous dites QR code, c'est un QR code qui change régulièrement, enfin, ouais, qui se c'est met un QR en, code qui se dynamique. crée juste pour le paiement? Ouais, c'est un QR code dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs flux. Je te donne le cas d'usage. Alors, on a deux flux, comme ça, on rentre un peu dans le détail. On a le flux exemple, je vais chez Monoprix, t'as pris 1 kilo de tomates parce qu'il y a du beau temps et il commence à faire chaud, mais pas en Île-de-France. Tu fais ton checkout, donc tu vas dans le paiement et tu sais, tu as là plusieurs touches qui apparaissent avec paiement en espèces, paiement en CB, etc. Tu pourras avoir demain un paiement crypto. Tu cliques dessus. Ce qui va se passer, c'est que, admettons, il y en a pour 5 euros pour ton kilo de tomates, alors kilo 5 de tomates. Tu cliques dessus, ça va te générer un QR code. Ce QR code, tu vas le scanner. Tu prends ton téléphone, tu scannes le QR code et ensuite tu arrives sur notre guide de paiement sur lequel tu vas pouvoir choisir avec quelle plateforme tu veux payer ou wallet demain. Et derrière, après, tu fais ton flux de paiement assez classique. Voilà, je veux payer. Ouais. À la manière un petit peu, Antoine, lorsque d'ailleurs, Damien, tu disais, les QR codes, sont de plus en plus fréquents, c'est pas trop connu en France, c'est vrai. Quand tu vas dans des points de tourisme, en France, à la montagne et cetera, te font télécharger une application et tu payes souvent, par QR code via un wallet que tu as, crédité. Que ce soit également, Center Park et cetera, c'est des choses que les touristes Ouais, utilisent, enfin, tout à fait. que nous les Français plutôt, on Ouais, utilise très peu, alors que c'est répandu. Je voulais un petit peu, évoquer également, tu parlais de la carte bancaire et du coup, du fait qu'il y avait la démarche de vouloir payer en crypto-monnaie, mais il y avait, surtout l'autre prisme qui était que le commerçant accepte, les crypto-monnaies et bah, ça fait un peu écho au QR code d'ailleurs. Nous en France, on n'a pas forcément, ce problème-là. Grosso modo, on a des comptes bancaires, ça fonctionne, c'est ancré dans nos mœurs depuis, des tout à fait. décennies, c'est comme ça. Là où, à travers le monde, dans d'autres endroits, du globe, c'est une évidence et c'est, nécessaire. Alors on va prendre, l'exemple sur une actualité puisque vous avez décidé un petit peu de vous développer et vous allez, en Polynésie, attraper les commerçants, pour pouvoir un petit peu, leur expliquer, la possibilité que peut leur offrir l'Easy. Alors je te laisse un petit peu développer, je vais pas faire, voilà, c'est Ouais, un tout à sujet que fait. je maîtrise et qui inclut dans tout ça un petit peu, un problème monétaire qui est que, Tahiti est avec, le franc polynésien. Exactement. Donc, en effet, on a un super partenariat du coup avec du coup Bedinovox justement qui nous aide aujourd'hui à déployer du coup notre service au niveau de la Polynésie française. Et en effet, dans l'optique, et tu disais à juste titre, en fait, nous, on voit tout de notre prisme d'occidental. Et ce qui est de mon point de vue, en fait, une erreur, parce que quand on raisonne, alors nous, quand on raisonne paiement, on raisonne global. Quand on raisonne global, en fait, alors nous, on a notre marché primaire qui est le marché occidental, entre guillemets. Quand je parle du marché occidental, on va dire le marché européen, le marché où en fait on a accès à peu près tout au niveau de la bancarisation. C'est-à-dire que on a tous 10 comptes en banque si on veut, on a tous 10 cartes bancaires si on veut, et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut quand on veut facilement, parce que on a accès en fait à tout ça. La Polynésie, en effet, alors pour le coup, on ne parle pas non plus du tiers-monde, hein, et donc on est loin des sujets qui peuvent être aussi beaucoup plus poussés. Je parle en termes de non-bancarisation. Quand je parle de non-bancarisation, le paiement par QR code peut être une super alternative. Je pense notamment à certains pays où, tu vois, la monnaie a fortement dévalué, etc., et où, en fait, si tu veux, on a une vraie alternative au niveau du moyen de paiement. Et la crypto en est un super exemple, d'accord? Donc, Mais je c'est pense cher. C'est un de service, c'est cher. Ça veut dire, quand tu dis: «On peut avoir 10 cartes bleues», il faut payer à chaque fois un compte payer bancaire. ou pas, aujourd'hui, tu as une L'ouverture d'un compte bancaire ou la gestion ou la Non, fermeture, 2 blocs par ou la exemple, je crois, fermeture, c'est gratuit. enfin, ou la ils te font pas payer l'inscription, mais ils te font payer la fermeture. Enfin, c'est ouais, payant. ouais, non, mais bon, oui, si tu le vois comme ça, aujourd'hui, tu peux malgré tout ouvrir un compte Revolut Oui. en 5 minutes.
Et en 5 c'est pas minutes, français. Ouais, c'est pas français. Enfin, c'est pas une moi, banque c'est française. européen, mais c'est pour ça, Ouais. c'est pour ça que je raisonne plutôt européen. Mais tu vois, tu peux ouvrir ton compte en Mmh. banque en 5 minutes et c'est Ouais, facile. oui, oui. En Tu vois, ligne, oui. voilà, tu as certains pays où c'est beaucoup plus complexe et où tu n'as pas accès à tout ça. Et où, en fait, si tu veux, des solutions de paiement comme la nôtre peuvent être des vraies alternatives, si tu veux, tu vois. Mmh. Pour revenir un petit peu sur la Polynésie, en effet, aujourd'hui, nous, notre sujet, bah, c'est de pouvoir déployer en fait cette adoption, cette acceptation, parce qu'elle est importante du coup et pour le commerçant. On en a beaucoup parlé du coup depuis le début, et où en fait, pour nous, la Polynésie peut être très centrale, notamment parce que il y a une vraie demande en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la crypto, parce qu'aujourd'hui on est toujours sur le pain point qui est comment je les réinjecte dans l'économie réelle. En plus, du coup, c'est vrai qu'en Polynésie française, ils ont un modèle monétaire qui est un peu différent de celui qu'on connaît du coup en Europe. Et donc, oui, quand du coup on s'est dit OK, on y va, on avait quand même un vrai challenge, c'était de pouvoir hedger le franc Pacifique. Et ça, c'est pas quelque chose qui est forcément très très simple, mais ça nous permet, si tu veux, dans une logique très globalisante, de pouvoir déployer notre service partout dans le monde. Alors c'est bien parce que en plus la Polynésie française reste du coup francophone, donc ça c'est très bien, rattaché en plus à notre produit originel entre guillemets, donc ça c'est très très bien, mais va nous permettre à nous en plus, et ça c'est vraiment ce qui est important pour nous en termes de développement, de pouvoir supporter le multi-devise, c'est-à-dire que grâce à ce lancement par exemple en Polynésie, demain on peut tout à fait aller supporter d'autres monnaies, reverser d'autres commerçants dans d'autres zones du monde. Donc, ce partenariat pour nous, il était très très important parce qu'il nous permet d'avoir déjà un premier bac à sable, on va dire, sur une autre monnaie que peut être l'euro, puisque comme je vous le disais, on fait des reversions en euros aujourd'hui parce que notre cœur business, il est plutôt européen aujourd'hui. Donc, ça nous permet d'edger du coup une autre devise locale, entre guillemets, hein, du coup le franc Pacifique, qui est pas facile d'ailleurs. Mais dans cette veine-là, vous avez aussi le franc CFA, tu as aussi le franc suisse pour le coup. Alors, le franc suisse, on a un vrai sujet. Je vous passerai l'actu un petit peu plus tard. Là, pour le moment, c'est pas encore lancé, mais on a une très grande marque du coup qui va déployer le paiement crypto partout en Europe avec notre solution, et notamment du coup dans ses boutiques en Suisse. Et donc, pour les boutiques en Suisse, il fallait pouvoir aussi porter le franc suisse, si tu veux. Donc, il y a beaucoup de sujets, évidemment. Et donc, voilà, nous, on est voilà, convaincus du prisme, en tout cas, de l'adoption. Et si un commerçant, du coup, sait qu'il encaisse indirectement de la crypto, demain, il fera de la DeFi, il fera du NFT, il fera plein de trucs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on sera sur de l'adoption de masse, quoi. Voilà. Mais du coup, Et ouais, ça, c'était important. Et juste, c'est vraiment important, et pour l'audience, tu vois, de raisonner sur une solution de paiement qui est globale. mmh Euh, et et, et c'est vrai que parfois, quand je lis certains commentaires, j'ai l'impression que du coup, si tu veux, on raisonne pas de façon globale en regardant juste notre prisme d'Européen un petit peu surbancarisé. Et ça, je trouve que c'est une erreur parce que justement, la blockchain et Bitcoin, par exemple, permettent de désintermédier un petit peu tous ces sujets-là et peuvent apporter beaucoup de valeur ajoutée justement dans des territoires où il y a des problèmes avec, on va dire, la gouvernance de la monnaie. Voilà, sans rentrer dans trop de détails. Moi, je le vois en tant qu'épargne et je le vois pas en tant que Bitcoin. Je le vois plutôt en tant qu'épargne, faire quelques Ouais, transactions. je suis d'accord euh, avec toi. Après, euh, Lizzie accepte, de tête plus de 70 cryptos, hein, donc non, non, mais Mais après, mais toujours, je moi, suis je cherche d'accord pas les avec toi que scams. pour moi, c'est une erreur de raisonner enfin pour moi, Bitcoin en tant que moyen de paiement, ce n'est pas, tu vois, ce n'est pas sustainable. Et tu vois, je vais oui, te une dire un évidence. truc. Quand j'ai vu, tu vois, les gas fees qui ont explosé, tu vois, sur la chaîne, en fait, ça n'a pas de sens. Tu vois, moi, demain, typiquement, tu vois, je ne peux pas aller voir un marchand en lui disant, bah, attends, un mec qui va passer une transaction sur la blockchain Bitcoin, il va potentiellement rester entre 5 et 10 minutes à la caisse parce qu'il faut attendre d'avoir la validation du bloc, machin et compagnie. Le mec va me dire, non, mais attendez, vous croyez que vous allez changer le monde avec un truc pareil? Non. Je crois beaucoup en Lightning. Lightning, tu vois, fait des super trucs, hein, mais ça reste encore très, très niché de mon point de vue. À l'échelle globale, je pense que si tu veux, nous, comment on raisonne? Moi, je suis pas Bitcoin maximaliste. Je pense que c'est devenu l'or digital. Ça, je suis complètement convaincu de ça. Tu vois, je pense aux Salvadoriens, tu vois, aujourd'hui, où tu vois, je pense que le fait de lancer Bitcoin en tant que moyen de, tu vois, en tant que monnaie du coup au Salvador, ça a permis aussi d'être
dans ce truc très globalisant, tu vois, mainstream aujourd'hui, pas mainstream, mais on sent que ça le devient en tous les cas. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps dans l'actu, il me semble que l'Argentine avait peut-être des sujets, mais est-ce que Bitcoin est l'asset de choix sur ces sujets-là? Je suis pas convaincu en réalité. Voilà. Je pense qu'il y a plein d'autres solutions qui peuvent être des alternatives viables et qui seront beaucoup plus simples. Parce que la réalité, c'est que c'est le marchand qui décide, quoi. Hein, tu vois, le marchand Oui, tout à fait. dit oui ou non, quoi. Ouais. Et j'aurais voulu savoir, comme tu as parlé tout à l'heure de cashback, j'ai l'impression qu'on donne et qu'on donne. Et alors, comment Lizzy, c'est quoi le modèle business? Comment Ouais, Lizzy nous, on prend des vit? spreads. Ouais, ouais. Nous, en Et fait, non, on prend des spreads. On prend un spread sur la transaction. C'est assez simple, assez classique pour le coup. C'est d'ailleurs on est transparent. toujours le plus haut à 15 minutes avant ou... Non. Non, on prend un spread. Non. Alors, du coup, tu me demandais comment sont faits nos QR codes. Du coup, c'est les QR codes dynamiques. Donc, quand tu vas, par exemple, payer 100 euros, bah, tu tapes 100 euros. On génère du coup un voucher. En tout cas, nous, on appelle ça un voucher, mais c'est un QR code. Et ce QR code, on garantit en fait un montant qui est en équivalent stablecoin. Bah, tu peux aller sur l'app, hein, tu verras, le cas échéant, tu peux générer un QR code facilement. On génère du coup ce QR code. On garantit le montant pendant 5 minutes. Pourquoi on le garantit? Parce que, bah, vous l'avez compris, vu qu'on est connecté à des boîtes très Web 2, on a beaucoup de contraintes, notamment liées, vous savez, quand on est intégré dans les systèmes de caisse ou de monétique, il faut pouvoir porter des sujets tels que le revert, c'est-à-dire, bah, finalement, tu veux changer de moyen de paiement quand tu es à la caisse, tiens, je voulais payer en carte bancaire, finalement, je vais payer en espèces, bah, il faut pouvoir annuler le moyen de paiement, mais que tu sois pas débité pour autant si tu as été au bout, si tu veux. Donc, il y a quand même plein de sujets. Et donc, voilà. Donc, comment on monétise? On a un spread, en effet. Et ensuite, nous, bah, je vous parlais du fameux escalier de l'adoption. Bah, nous, c'est étape 1, bon, bah, le paiement crypto plug and play. On prend notre spread, donc on est aux variables, on va dire. Hein. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a la relation avec la marque, c'est d'upseller sur des sujets qui peuvent être autour de la fidélité tokenisée, du NFT, tu vois, de la carte de fidélité nouvelle génération, des programmes ambassadeurs, etc. Et la partie 3 de la DeFi. Voilà. Et donc après, on est sur des schémas qui sont un petit peu plus classique. À partir de la fidélité, je parle dans la relation marque, où on est, tu vois, sur du setup avec, tu sais, du récurrent, etc. sur le service, quoi. Voilà. En mode logiciel, en réalité. Qu'est-ce que tu en penses du coup de la DeFi qui s'est effondrée quand même, qui a pris vraiment cher derrière, enfin, on a eu le bear market et Ouais, les rendements se sont écroulés. ouais, Enfin, on a vu quand même que les ouais, protocoles rentables sont toujours là, sont toujours aussi solides, intègrent de plus en plus de chaînes. La gouvernance aussi s'est professionnalisée sur certains gros protocoles. D'autres n'ont pas survécu. Qu'est-ce que tu en penses aussi voilà, de tous ces rendements qui sont passés à plusieurs chiffres, à maintenant beaucoup plus raisonnables, mais qu'on voit qu'après Tether, après, derrière, faire des bénéfices de fou en empruntant des bonds américains, et après, on voit que du coup, voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de la défi? ouais. Alors moi, du coup, tu vois, euh, alors nous, je peux en parler en toute transparence parce que pour le coup, on est très DeFi chez Lizzy. Et pourquoi on est très DeFi chez Lizzy? Parce qu'on a notre token et que notre premier cas d'usage autour du token a été de le mettre sur de la DeFi, du staking, du farming, machin, enfin voilà. Euh, et donc, on a, malgré nous, alors nous, on est un Tezos First Project, c'est-à-dire qu'on a build notre token sur Tezos, qui est une blockchain française, qui est, de mon point de vue, une super blockchain qui a une vraie promesse technologique et qui a montré au travers du temps que en fait, elle évoluait, qu'elle était décentralisée, etc. Mais tu vois, Tezos a subi de plein fouet, si tu veux, le bear market. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un bon exemple. Quand je prends la blockchain Tezos et que je regarde la TVL, par exemple, sur la DeFi Tezos en 2018-2019 et que je la regarde aujourd'hui, je me demande où est passé l'argent. Mais en fait, il y a eu un transfert pour moi de valeur entre les blockchains qui étaient, tu vois, des tiers 2, tiers 3 sur, on va dire, les tiers 1. Et aujourd'hui, en fait, la liquidité est très concentrée sur des protocoles qui sont, tu vois, les plus IP du moment, quoi. Donc, aujourd'hui, pour moi, la liquidité, oui, il y en a un petit peu moins, mais elle est beaucoup plus concentrée sur des blockchains ou sur de la DeFi avec, tu vois, des protocoles qui sont très, très nichés et très différents les Est-ce uns que des tu ne autres. crois pas si les fondations ne donnaient pas d'incitative, un peu d'argent, du coup, les gens ne mettraient pas leur argent Après, les fondations, elles ont quand même un enjeu.
Si tu veux, tu sais, j'ai l'habitude de dire, c'est en fait, moi, la blockchain, je la vois comme tu vois, comme une Ferrari. Si tu as la plus belle technologie avec la plus belle voiture qui va la plus vite possible, etc., mais que tu la laisses dans ton garage ou que tu mets pas d'essence dans le réservoir pour pouvoir la sortir, en fait, elle servira à rien du tout. Et on est un peu dans cette optique-là. Aujourd'hui, l'enjeu malgré tout des blockchains, c'est de pouvoir se différencier, de pouvoir avoir des cas d'usage, parce que c'est le cas d'usage en fait qui fait la technologie, c'est pas le contraire. Aujourd'hui, tu vois, tu utilises ta voiture. Alors moi, quand j'utilise ma voiture, je ne suis incapable de te dire comment elle fonctionne, tu vois, parce que c'est pas mon ADN et puis ça m'intéresse pas du tout. Notre enjeu à nous, je parle dans le Web 3, c'est que demain on utilise en fait la technologie blockchain, mais qu'en fait personne ne sache qu'il y a de la technologie blockchain. Donc ça, c'est le vrai enjeu en fait qu'on a aujourd'hui, c'est de sortir de ce produit qui est un produit très technophile, geek, à quelque chose qui est mainstream. Et pour être mainstream, il faut des cas d'usage. C'est Magali le disait à juste titre au début, c'est demain comment on va onboarder Monsieur et Madame Michu. C'est ça notre enjeu, tu vois, dans l'écosystème, je parle. Et donc pour ce faire, bah, il faut en effet du coup ces blockchains-là et des cas d'usage. Quelle finance en effet, mais bon, quelle finance, ça faisait partie aussi dans leur plan ICO, j'ai envie de dire. En tout cas, c'était comme ça que ça a été que c'était build. Quand un produit, c'est toujours, je compare toujours ça à la voiture électrique, mais on pousse les personnes en leur disant: «On va te rembourser tant» et quand tu achètes une autre voiture, bah, si le produit est bien de base, bah, l'acheteur, il se pose pas de questions, il l'achète et il regarde pas de l'autre côté combien, je vais retoucher d'aide. Voilà, il y a pas besoin d'aide et parfois je vois, quand je regarde la rentabilité des blockchains, déjà il y en a pas beaucoup et qu'après ils donnent en plus, un peu de leur token pour ramener une masse adoption et du coup un peu d'argent qu'on prête Ouais, pour faire des bon, pools. ouais, Parfois, je me dis: «C'est quand même très risqué». ouais, ouais. S'il y avait pas ces rendements-là, est-ce qu'on donnerait son argent, avec autant de risques? Et voilà, parfois, c'est toute une question Après, sur la DeFi que ouais, je ouais. Non, mais après, tu vois, enfin, moi, enfin, tu l'as bien connu, enfin, vous l'avez bien connu, on l'a bien vu. Moi, je pense que, en fait, le temps où, en fait, tu avais des APR complètement délirants sur la DeFi, en fait, il est révolu. Et en fait, il est révolu. Alors, il est révolu. Il existe encore, mais pour moi, en fait, il est absolument utopique, si tu veux. C'est-à-dire que, globalement, tu vas y aller, tu vas prendre le truc, mais derrière, quand tu sais ce qui s'est passé post-Terra Luna, etc., tu bah, te oui. dis, en fait, on est dans un monde qui parfois, alors, on a réussi à générer de la valeur. En fait, c'est un monde qui crée de la valeur. C'est formidable et je trouve que c'est la force de notre écosystème, c'est de pouvoir créer de la valeur au travers de la technologie. Ça, c'est très, très bien. Maintenant, le problème de la création de valeur, c'est qu'elle amène parfois des gens malicieux. Et le problème, c'est pas la technologie, c'est ce qu'en font les gens, en réalité. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que les Web3 users, tu vois, nous, on est beaucoup plus pragmatique sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques où tout le monde faisait à peu près tout et n'importe quoi parce que l'appât du gain, parce que c'était facile, etc. Sans avoir un peu, tu vois, le recul nécessaire à l'idée de se dire, mais attends, comment c'est possible que je puisse avoir 300% d'APR sur un truc, tu vois, qui tient pas la route. Et on a vu le résultat malheureusement. Et donc, je trouve beaucoup plus sain, si tu veux, qu'on revienne sur des standards qui sont beaucoup plus, on va dire, traditionnels, mais qui sont encore malgré tout très sexy comparé à ce que tu peux avoir dans, on va dire, la finance traditionnelle, mais qui sont beaucoup plus pragmatiques. Après, je pense qu'il y aura toujours, si tu veux, des sujets où il y aura des déviances, où il y aura des gens qui feront n'importe quoi, il y aura toujours des gens qui se feront scammer, il y aura toujours, tu vois, Mmh. parce que malheureusement, bah, c'est comme ça. Et dès qu'il y a de l'argent, que ce soit du Web3, que ce soit des actions binaires, que ce soit même des sociétés cotées en bourse, dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, il peut y avoir, tu vois, des débordements. Maintenant, moi, je trouve que, en fait, l'écosystème a bougé, mais dans le bon sens. Et je trouve que c'est très, très bien. En étant beaucoup plus pragmatique. Et je pense que le bear market a fait beaucoup de bien parce qu'il a rendu les choses un petit peu plus intelligibles, en fait, si tu veux. Parce que, en réalité, je pense que le dernier bull market était un peu délirant sur beaucoup de choses, en fait, tu vois. Et donc, alors j'ai peur malgré tout, et j'espère que du coup, on reproduira pas, du coup, tu vois, les erreurs du passé. Quand tu vois la hype des NFT, etc., on pourrait en parler, mais tu vois, sur le précédent bull, c'était juste, tu vois, L'IA va bien nous trouver une nouvelle hype. je pense que voilà, il y a la narrative de l'IA, etc. Donc là, plutôt machin, tu vois, bon, ok, bon, pour le moment, en tout cas, je trouve que ça reste, tu vois, ça reste ok, mais bon,
je pense qu'il faut faire attention, mais tu vois, le côté aussi très institutionnalisation, enfin, le virage très institutionnel qu'a pris le Web3, la Ouais, réglementation qui a poussé très très fort, etc., les ETF. fait que tout va forcément beaucoup changer. Et pour de toute façon rendre le Web3 mainstream, tu es obligé d'avoir de l'institutionnalisation et de la réglementation et régulation. Donc Ouais. voilà, Et, on a le et combo parfait pour y arriver. Et quel projet regardes-tu, ça c'était ma dernière question, quel projet ou protocole regardes-tu à titre personnel ou t'intéresse, voilà, Ouais, enfin, où tu as l'œil dessus? ouais, ouais. Bah là, du coup, on a un sujet nous qui est autour du multi-chain, donc on est très attentif du coup à ce qui se fait. Comme je te le disais, du coup, on est plutôt du coup sur la DeFi, en tout cas on a quelques cas d'usage autour de la DeFi qui sont importants pour nous. Donc en fait, on est en train de tourner du coup nos choix aussi sur des blockchains sur lesquels on va avoir beaucoup de liquidités avec de la TVL profonde, etc. Et tu vois des cas d'usage qui peuvent être très forts. Donc là, aujourd'hui, on adore, tu vois, ce qui se fait autour d'Arbitrum, par exemple, et d'Optimism, notamment. On est aussi en train de regarder, et du coup, je vous le disais, on a un projet Tezos First, et c'est pas pour rien. Tezos est en train de sortir un roll-up qui s'appelle Etherlink, qui va rendre du coup Tezos EVM compatible via du coup un L2 du coup qui s'appelle Etherlink qu'on va intégrer justement nous dans notre stack de produits et de services. Donc voilà, il y a plein de choses. Notre enjeu, si tu veux, c'est d'être très agnostique malgré tout sur ces sujets-là, parce que bah, tu l'as compris, hein, tu me demandais, ouais, la TVL de la DeFi a peut-être baissé, mais en fait, pour moi, elle s'est concentrée sur des protocoles qui avaient la hype, qui avaient des cas d'usage et compagnie, si tu veux. Donc, nous, notre enjeu, c'est d'être le plus agnostique possible en étant Tezos First, mais si tu veux, maximisant les opportunités qu'on peut avoir avec d'autres blockchains notamment. Quoi. On Voilà. voyait les protocoles qui ramènent le plus sont en fait les perpétuels ou tous les trading dans la DeFi. Enfin, quand on regarde quels protocoles sont les plus rentables, c'est souvent les trading à effet de levier. Et, mais il manque parfois, moi je trouve, un peu de profondeur, un peu de liquidité. Je préfère dire le mot pognon. En vrai, ça fait pour les personnes, c'est plus concret. Mais parfois, bah, il manque un peu. Et puis le bear market a fait que voilà, Ouais, c'est un peu, ça ouais, a tout à fait. diminué. Mais c'est sur la DeFi, c'est ce qui paye le mieux, en fait, c'est tous ces protocoles. Ouais, tout à fait. Mais ça reste très technique. La DeFi, Madame Michu, elle y va pas. Enfin, je veux dire, franchement, nous, tu vois, on a une communauté aujourd'hui d'investisseurs qui était pour Moi, j'ai beaucoup. connu sans Unify, sans Uniswap, pardon, et après, Ouais, du coup, il y a eu tous les trucs AAV, mais après, moi, je trouve dans l'utilité, il n'y a pas vraiment. Après, on peut faire, oui, du staking, du re-staking, des boucles et tout, mais voilà, on va dire déjà le swap et l'emprunt, et après, il y a rien d'autre. Après, il y a eu les NFT, mais après, ça ne met pas de pu, mais je trouve après, dans la technologie et dans la nouveauté, bah là, on est plus sur des nouvelles blockchains, ouais, heu tout à fait. des nouveaux, enfin les ZKP, des choses comme ça Ouais, qui tout à fait. reposent dessus. Mais, Ouais, ouais. en innovation Non, pure et dure, j'ai ouais, pas ouais. vraiment. Non, après, non, mais après, je suis assez aligné avec ce que tu dis hein, sur ces sujets-là. Maintenant, alors, je pense que tu vois, il faut de toute façon l'innovation, elle va continuer et tu vois, le vrai enjeu de mon point de vue, c'est de savoir en fait quel va être le standard de demain. En fait, notre enjeu, nous par exemple en tant que builder, c'est d'identifier, si tu veux, quelle va être la blockchain que tout le monde va utiliser demain. Parce que demain, il y aura un standard, c'est évident, tu vois. Est-ce que tout le monde va survivre? Est-ce que tout le monde va mourir? Ça, j'ai pas la réponse. Pour le moment, en tous les cas, on Si Ethereum devenait à une des tendance. transactions raisonnables, je me poserais toujours la question, est-ce qu'il y a besoin d'aller sur une autre blockchain si plus tard, Tu vois, il n'y aurait exactement. pas des fluctuations énormes qui parfois passent de très cher enfin de peu cher à très cher. Mais Mmh. Euh, et puis, j'avais vu qu'en fait, une blockchain aussi gratuite, c'est l'utilisateur manque de confiance quand c'est complètement gratuit. Et en fait, c'est pas ce qu'il recherche non plus. Donc, c'est tout. ouais, mais du coup, c'est raisonné un peu à l'envers parce qu'une blockchain, la crypto, le jeton natif de la blockchain, dans son usage, n'est pas fait pour ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est quand même la réalité. Quand tu parles avec des banques, Bah, déjà, les blockchains qui n'acceptent pas, enfin, une blockchain où tu peux payer qu'avec leurs jetons et tu peux pas payer en Ethereum ou en stablecoin, déjà, je préfère maintenant les nouvelles blockchains où tu peux choisir un autre jeton pour payer et tu n'es pas obligé de payer qu'avec le jeton natif. Et
Ben, ce sera voilà, c'est exactement ça. Pour moi, l'interopérabilité, elle est hyper clé. Donc, c'est soit en fait, tu as un super acteur, une super blockchain qui va piller le game. Bon, aujourd'hui, on a quand même la tendance. Tu vois, je pense que Bitcoin est complètement à part parce que c'est un digital gold. Fort. Tu vois, ça devient un produit d'épargne à part entière. Je pense pas que ce sera un produit de paiement, etc. Je suis assez convaincu de ça aujourd'hui parce que il manque de scalabilité. Je parle en termes de paiement. Si tu fais du paiement on-chain, en réalité, sur du Bitcoin, ça marche pas parce que moins scalable. Je suis convaincu qu'Ethereum a beaucoup d'évolutions encore à faire, mais tu as les L2, tu vois, qui sont arrivés, qui ont quand même solutionné pas mal de problématiques. Maintenant, tu vois, il n'y a pas de règle. Je vois un Solana, tu vois bien, il y a un an en arrière, je pense que Solana était quasiment à la cave, et aujourd'hui, c'est un top 3, top 4, qui a beaucoup de hype, qui est assez dingue, quoi. Ça peut être la Fonda qui déploie les moyens de communication pour attirer les fonds. Ouais, Moi, ça, je c'est me sûr. rappelle, le dernier bear market, c'était la dernière conférence. Et puis après, le soir même de la conférence, ça a dérouillé. Donc le lendemain, puis après, Ouais. ça s'est remonté tout de suite. Ok, mais après, Non, ça mais peut. après, je parle dans l'usage, si tu veux, tu vois, si tu regardes. En sortant du CoinMarketCap, tu vois, du ranking, du ranking. Ouais, ça peut être un passage, mais tout ça peut être manipulé pour moi. Ça peut être Ouais, manipulé ouais. pas dans les chiffres, mais on peut ramener une masse qui fait des gros volumes. Mais tout ça, on sort à chaque fois les chiffres. Et là, actuellement, on voit que c'est redescendu et que Ethereum est repassé largement au-dessus. Ouais, ouais, je suis Mais d'accord. Ouais, c'est mais comme tu ça. vois, Ethereum, c'est pareil, tu vois, Ethereum, bon, tu as Ouais, toujours un c'est problème vrai. sur les gas fees. Moi, tu vois, Non, dans le mais cas d'usage tout à autour fait, du paiement, moi, tu vois, dans le cas d'usage autour du c'est vrai. paiement, moi, aujourd'hui, tu vois, bon, heureusement que j'ai les L2 parce que voilà, ou un Tezos, pour moi, il fait très bien le travail, tu vois. Tezos, c'est 1 centime la transac et si tu veux, c'est assez flat. Ça bouge pas. Et un Ethereum, Ouais, tu sais, on a quand même une logique pour le cas d'usage, en fait, on a quand même une logique économique. Et c'est important, tu vois, quand tu builds du coup de la tech, etc., et que tu as ces contraintes-là, faut les prendre, tu vois, en question. ah oui, Faut les avoir, en fait, en tête. Et tu vois, nous, je me souviens très bien, mais tu vois, quand tu fais du wallet abstraction, par exemple, pour Madame Michu, tu sais que quand elle crée son compte, tu vas lui créer un compte derrière, etc. Bon, ben aujourd'hui, tu as quand même des contraintes où tu dois quand même lui créditer en back-end, tu vois, du jeton pour pouvoir payer les gas fees, pour que quand du coup tu lui envoies un NFT ou qu'elle transfère un NFT ou qu'elle fasse un mouvement, bah, tu puisses du coup passer les transactions. C'est quand même ça notre quotidien aussi. Donc, nous, on a quand même une R&D très très forte sur ces sujets-là. Notre enjeu pour nous, c'est la scalabilité et l'interopérabilité dans notre cas d'usage autour du paiement. Tu vois, le reste, et tu vois, quand je vois sur Bitcoin, là, les NFT, là, non, j'ai plus le nom, les ordinales. je trouve que ça n'a aucun sens. Je Les trouve runes. que ça n'a aucun sens, tu vois. Pour moi, ça n'a aucun sens parce que justement, ça congestionne le réseau, ça amène plein de problématiques, etc. Et du C'est coup, les on sort. mineurs. Ça ramène pour les mineurs. Enfin, c'est les mineurs qui sont contents. Ouais, non, c'est sûr. Mais moi, je te parle du cas d'usage. Parce qu'en Ouais, fait, le bien mineur, sûr, ouais, bien c'est sûr. bien. Mais en fait, le mineur sans le cas d'usage, en fait, ça sert à rien, si tu veux, tu vois. Et donc, le cas d'usage, moi, tu sais, je suis avec le mec qui va l'utiliser à la fin. C'est-à-dire toi en tant qu'utilisateur et le marchand qui va le recevoir. Si, tu vois, pour payer un café à 1,50 €, tu dois payer 45 € de gas fees pour passer ta transaction, tu vas dire, vous êtes des grands malades, les gars. Tu vois, et tu le feras jamais. C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors là, je vais me faire, l'avocat du diable et ça rejoint un peu ce qu'on disait en off, je crois, par rapport à la centralisation, ce que peuvent penser les maximalistes et cetera. Certains te diront: «Non, les ordinals, ou les runes, ça sert pas à rien». Derrière, il y a aussi, des projets, comme, Taproot Wizards qui sont, destinés à essayer de développer D'envahir la l'écosystème scalabilité. Bitcoin et cetera. Donc du coup, voilà, mais c'est super intéressant du coup de voir un petit peu, la réalité et ça, tu l'as dans tous les secteurs, hein. La réalité, ce que ceux qui pensent, veulent et puis, bah, on y revient, le terrain où, tu Antoine, par exemple, si tu payes en ETH et que, la ta petite caissière, qui est apprentie en BTS, elle doit, faire, les transferts elle-même et puis alors retirer de sa caisse les frais de gaz qu'elle a payés, qui sont peut-être plus chers que sa caisse. Enfin voilà, tu as, Ouais, non, mais et c'est intéressant. Bref, là, ça tu viens de me faire tilter que tout à l'heure, vous avez dit il y avait les 5 minutes de délai par rapport à une Ouais. transaction.
mais je pensais à quand le printemps doit rembourser du coup un article parce que la Ouais, personne au bout de tout à 5 fait, ouais. jours, Ah bah, Ouais, mais n'a je te confirme, ça fait partie du pourquoi Lizzy est du coup est numéro un aujourd'hui et pourquoi du coup on a énormément de traction, c'est parce que justement on est vous faites capable de faire du remboursement en fait. Parce que si t'es pas capable de faire du remboursement pour une enseigne comme Printemps, en réalité tu sauras le faire pour aucune des enseignes. Et donc c'est un must-have le remboursement et tu sais c'est 15% hein, tu sais de leur flux hein, aujourd'hui hein, tu vois des gens qui viennent et qui se voilà et la plupart du coup dans la politique des marques c'est je rembourse sur le moyen de paiement utilisé tu vois donc le vrai challenge pour nous alors autant tu vois sur du de l'exchange quand tu payes avec ton exchange etc on a des facilités Mmh. autant quand c'est sur du non-custodial, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Et donc ça, c'est même impossible sur du non-custodial de faire du remboursement, si tu veux. Donc, on a quand même des sujets, nous, qui sont très, très forts, parce qu'il faut être conscient que un printemps demain, si tu lui dis, ouais, moi j'ai un mec qui va payer un maximaliste, qui va les payer en Bitcoin et compagnie, et puis quand il va revenir 30 jours plus tard, il va falloir le rembourser. Je vais lui dire, bah, écoute, là, faut que tu le rembourses sur une autre devise parce que moi, je peux pas le faire. Et là, ça peut être problématique. Mais bon, ça reste des sujets qui sont à la marge, mais qui sont quand même très, très importants pour les marques. Faut en être conscient. Voilà, faut en être conscient. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je te disais, on a beaucoup de R&D. C'est aussi pour ça que on n'a pas tout de suite intégré le non-custodial dans notre grille de paiement parce que ça implique beaucoup de choses, le non-custodial. ouais. Aujourd'hui, la réalité, c'est que faire du paiement peer-to-peer Bitcoin, entre guillemets, de wallet à wallet, c'est facile. Enfin, Bitcoin ou autre, hein, peu importe, mais tu génères un wallet, je scanne le wallet, c'est A à B et c'est direct. Bon, faire du paiement régulé, du paiement crypto régulé qui intègre des systèmes de caisse, de la monétique, avec des contraintes de remboursement, des trucs, machin, et la régulation avec Mika qui arrive notamment, c'est pas trivial. C'est pas trivial. Et c'est pour ça, j'ai un vrai quand même sujet, tu vois, sur le. Alors, on va faire du non-custodial, mais moi, mon point, tu vois, j'ai l'habitude de dire avec les équipes, tu vois, c'est est-ce que un maximaliste, alors c'est peut-être pas le bon exemple, le maximaliste, mais est-ce que le maximaliste, tu vois, quand tu vas lui dire tu peux payer en non-custodial avec ton wallet BTC, en BTC, par contre, il va falloir que tu fasses un KYC, que j'identifie du coup ton adresse de wallet, que je remonte du coup l'ensemble des transactions que tu as eues, que si tu as été faire des trucs, machin, je peux à tout moment du coup te blacklister et compagnie. Tout ça pour un café à 1,50 €, je suis pas convaincu. Est-ce que du coup le non-custodial a beaucoup de sens sur, tu vois, si tu vas t'acheter une voiture, un sac Gucci chez Printemps ou autre, oui, beaucoup plus parce que tu feras ton KYC. Voilà. Donc, si tu veux, notre vision, c'est que tu vois, des cartes à la débloque, par exemple, parce qu'on en a parlé, font très bien le travail pour ce genre de problématique-là. Est-ce qu'un maximaliste ira prendre une carte débloque? Je suis pas convaincu non plus. Mais le maximaliste est pour moi un peu le, tu vois, pour nous, je vais vous dire très honnêtement, les maximalistes sont des garde-fous et je trouve qu'ils sont importants dans l'écosystème, même si parfois je trouve qu'ils sont très utopistes. Je trouve qu'ils sont importants parce que, si tu veux, ils te rappellent un peu à ce que ça devrait être. Et je trouve que c'est positif, même si je pense que dans la vision, elle est trop extrême. Ça reste mon point de vue. Hein. Après, j'ai rien contre eux, mais je pense que parfois c'est un peu trop extrême et utopiste. Tu vois, un monde où ouais, Bitcoin serait le roi, machin et compagnie, entre guillemets, tout se passerait comme ça. Et, voilà. Et tu vois, les ordinals, pour moi, tu vois, tu mets un maximaliste, tu lui dis va payer ton café à 1,50 € quand du coup le réseau est surchargé et qu'il va payer 45 € de gas fee juste pour se payer un café à 1,50 €, je suis pas sûr qu'il soit content non plus, si tu veux, tu vois. Non, Donc il puis faut. beaucoup regrettent aussi FTX parce qu'ils avaient fait une réduction. En tout cas, ils payaient les frais de Bitcoin à l'envoi et à l'envoi au cas où. Du coup, il y avait beaucoup de maxi qui avaient rapatrié un peu de Bitcoin sur cet échange-là, finalement pour On voit le gagner. résultat. Et, On voit le résultat du coup, tu vois. voilà. Et depuis, il y a aussi encore une méfiance qui se réinstalle entre ceux qui ont regretté aussi par rapport à ce qui est arrivé à FTX Ouais. et leur Non, mais décision. je comprends. Je Donc comprends. maintenant, ils remettent un peu ces solutions-là ne sont pas forcément très. Enfin, mais c'est bien, comme tu dis, les garde-fous. Et moi, j'aime pas aussi le changement. Et après, tout le monde veut changer. Et parfois pour améliorer la scalabilité ou des choses comme ça. Ouais. Après, il faut être pragmatique. Voilà, moi, mon point, tu vois, c'est juste d'être très pragmatique. C'est très important. C'est-à-dire, en fait, pour moi, en fait, faut raisonner comme tu raisonnes dans l'économie normale, enfin réelle, entre guillemets. Mm. C'est-à-dire que, OK,
j'ai une problématique, je la solutionne avec de la technologie. Si tu vois, tu solutionnes pas de problématiques réelles, la réalité c'est que ça n'a pas forcément lieu d'être, si tu veux, tu vois. Donc, je pense que pour moi, tu vois, le garde-fou, c'est le cas d'usage. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que me dit Madame Michu? Alors, Madame Michu, elle est un peu loin, tu vois. Moi, d'un côté, j'ai Maximaliste et de l'autre côté, on a Madame Michu, si tu veux, tu vois, du spectre. Ouais. Madame Michu, pour moi, elle est encore loin, si tu veux. Mais c'est important de se dire que à l'horizon, tu vois, 4, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, Madame Michu, c'est quand même elle qui doit pouvoir porter de la crypto en plug and play facilement et que ce soit en fait le plus simple possible et qu'on lui parle pas de du non custodial, de sa seed phrase si elle la perd, du coup elle a perdu tout son argent. Enfin, tu te rends compte, enfin, c'est de l'angoisse en fait, c'est de l'anxiété. Donc, je pense qu'on a un travail quand même et je pense que c'est la prochaine, tu vois, notre enjeu en cours et on le voit avec, tu vois, toutes les boîtes qui ont monté, tu vois, tu sais, l'abstraction de wallet, hein, c'est-à-dire, tu sais, tu te connectes avec ton compte Facebook, avec ton Google, machin, et derrière, ça te crée automatiquement ta site qui est stocké sur 3 endroits différents, machin, nana. Je trouve que cette promesse, elle est superbe parce que ça Ouais, mais permet c'est de toujours former. déléguer une partie de sa sécurité et Ah oui, toujours, on a du pouvoir, on a un certain pouvoir et on est obligé de le déléguer et du coup, eh oui. Mais c'est, tout le monde n'est pas parce prêt que à quoi? garder On ses a maisons. on a peur, on est en manque d'éducation, on n'est pas confiant, parce qu'on n'est pas capable de garder un dossier Oui, sur un mais ça ordinateur rejoint pendant un petit longtemps. peu et ça sera je te coupe Antoine, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait aussi. Quand tu dis: «On a peur» et cetera, on a grandi là-dedans. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière, grands-parents et cetera. Donc du coup, tu es le système bancaire tel qu'on le connaît, il Bien fonctionne sûr. comme ça depuis, Mmh. des années. Donc tu dis à quelqu'un, si on reprend, madame Michu qui a bon dos souvent, si tu lui dis ça, madame Michu, tu es en train de lui dire qu'on va, remettre en cause, tout ce fonctionnement économique de sa famille depuis, des décennies, voire, Mais voilà j'ai plus. compris, que si par exemple tu avais un accident grave et que tu tombais dans le coma, du coup, tu pouvais quand même avoir, une certaine importance à avoir, par exemple, ce genre de solution où, bah, il pouvait y avoir une récupération par rapport à un tiers. Donc oui, Voilà, c'est toujours par exemple. pratique, donc il faut voir les avantages, mais que c'est quand même aussi toujours une perte aussi, de Oui, pouvoir. de souveraineté, de pouvoir, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais je reste convaincu que tout le monde n'est pas prêt à ça en réalité. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Tu Tout à vois, fait. tu vois, je vais citer l'expression c'était de quelqu'un avec qui j'avais travaillé, qui disait en fait décentralisation égale responsabilisation des individus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour déresponsabiliser au maximum les individus. Et c'est la réalité du moment. C'est-à-dire que tout est fait pour nous faciliter la vie d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et t'es hyper content, tu vois, de pouvoir avoir des trucs qui sont faciles et compagnie. Le problème, c'est, je pense que ça doit être ancré en toi, si tu veux, ce côté responsabilisation. Si tu as envie et que tu es prêt à le faire, il faut le faire. Mais comme disait Magali à juste titre, hein, tu vois, on a été éduqués, on est de la même génération à peu près, dans ce bain-là où en fait, les banques font le coffre pour toi, elles te protègent, elles te garantissent, tout est fait pour que tu sois surprotégé. C'est quand même la réalité. Même si le paradoxe de tout ça, c'est que tu es garanti qu'à hauteur de 100 000 euros hein, sur tes dépôts de fonds, et peu de gens le savent, mais bon, malgré tout, je pense que voilà, il y a quand même encore beaucoup de, tu vois, d'adoption à faire, tu vois, d'évangélisation, de formation pour onboarder, tu vois, ces gens qui sont un peu réfractaires du coup à ces sujets-là. Et je pense à un truc, tu vois, tu parlais je suis sûr que vous connaissez très bien Terre Noire. Ils Bien ont sûr, créé avec d'ailleurs Mickaël un truc Kenny, qui on l'a s'appelle Time reçu. Capsule, ouais, qui s'appelle Time Capsule. Ah bah, tu vois, en cas de, t'es dans le coma, tu Et décèdes bah, demain. ouais, mais alors je me suis posé la question parce que tu vois, j'ai reçu une capsule. Et du coup, je sais pas quoi en faire. Parce que je me suis dit: «Est-ce que je vais mettre mes 16 mots, créer un wallet, l'alimenter?» Mais du coup, normalement, je fais toujours un test la première fois pour vérifier que ça marche et tout. Et du coup, bah, c'est toujours un peu l'UX où je l'ai, alors que je l'attendais depuis X temps. Et quand je suis arrivé devant, j'ai dit: «Mais est-ce que je vais vraiment mettre, 16 mots dans un truc que enfin, j'attends de Ouais, t'as un voir doute. quand même avec du Ouais, je retour?» comprends. Et est-ce que et du coup, j'étais impatient et un coup que je l'ai eu devant mes yeux, ah, Ah, moins finalement, je excité. ne vais pas. Et mais c'est très bien, hein, mais j'invite quand même les gens à être prudents parfois dans ce genre de solutions qui sont nouvelles. Puis, enfin, mais oui, on connaît, on a reçu Mickaël Canut, sur la chaîne.
Il y a OnDeFi aussi qu'on a reçu qui fait cette fonction-là, tu vois? Et c'est super intéressant puisque Madame Michu 3.0 avec OnDeFi, elle a son adresse mail, je crois qu'ils appellent ça le Magic Link ou un truc comme ça et tu as accès quand même à pas mal de trucs sur la DeFi pour acheter des cryptos Mmh. parfois Ouais, très exotiques et cetera donc bon. ouais, c'est l'enjeu de toute façon, c'est l'enjeu. Enfin, je veux dire, l'enjeu, il est là, c'est de le rendre le plus simple possible, c'est de voilà, c'est de rester dans l'esprit, si tu veux, de la self custody parce que c'est important. Moi aussi, j'y suis très attaché, tu vois, je suis heureux de pouvoir le faire. Mais il faut être conscient, tu vois, je pense que, tu vois, celui qui est éduqué aujourd'hui, qui sait le faire, il ira pas sur des solutions un petit peu hybrides. Je pense à Antoine, par exemple. J'ai le sentiment que du coup, il ira pas dessus. Mais tu vois, je pense malgré tout que tout ça, c'est des étapes. Et tu vois, j'ai l'habitude de dire, mais aujourd'hui, quand tu es rentré dans la crypto, tu es potentiellement, enfin à 90% du temps, les gens sont rentrés dans la crypto par la porte exchange. Ils ont été d'abord chez un broker qui était peut-être un CoinHouse, un Bitpanda, etc., pour finir sur un exchange pour aller faire du trading. Du trading, ils se sont dit, bon, c'est bon, je maîtrise et compagnie. Ils ont été s'ouvrir un MetaMask, ils ont envoyé leur truc, ils ont acheté leur clé Ledger. Et c'est comme ça qu'on y arrive, si tu veux, tu vois. Tout à fait. Donc, je pense que il y a cette notion d'étape parce que ça reste compliqué, quoi. Voilà, même si c'est simplifié aujourd'hui, de plus en plus, ça reste complexe, Ah, compliqué. puis toujours tes premiers envois de jetons, tu attends tout de suite que ça passe Ah ouais, bien. ouais. Enfin, oui, oui, tout à Et fait, tu ça vérifies procure des 10 000 fois sensations. dessus si tu t'es pas trompé de réseau, mais ça, tu l'apprends qu'après, voilà. Ouais, oui, oui, tout à fait. Et puis de toute façon, ça procure. Et puis c'est en faisant des erreurs après qu'on apprend. Donc à chaque fois, les personnes quand ils vont faire des propres erreurs, de se tromper de réseau, d'adresse, bah faut le mettre dans sa tête dans le côté formation, comme si on avait acheté une formation. Euh, et puis Bon, dire que parce c'est que c'est vrai qu'elle peut coûter trop cher. c'est Quand vrai même. que dans la crypto, faut faire attention. Voilà, faut faire attention, être prudent et ça responsabilise un petit peu sur la gestion de fonds. Sinon, il y a les Ouais, personnes. ouais, je suis d'accord. Et, et- Sans transition, parce qu'on déborde vraiment de notre format, donc je coupe Antoine. On arrive donc à notre dernière question, qui est une question, une petite marotte qu'on a à chaque fois. Est-ce que tu as une ressource, ça peut être un livre, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un média, ça peut être du développement personnel, plus de la crypto, etc. Est-ce que tu as quelque chose en ce Ouais. moment qui Eh ben, t'anime tu vois, et que ouais, tu ouais. souhaites partager? Eh ben, écoute, ouais, je vais t'en partager un qui est top, comme ça, spontanément, parce qu'on parlait d'éducation financière, on parlait de la self-custody, responsabilisation, etc. Je vais parler d'une solution Web 2, mais qui est un peu Web 3 quand même. C'est la solution Finari, qui est un agrégateur un peu de finance, etc. Et je pense je crois que c'est Mounir, je voudrais pas Oui. me tromper sur son nom, qui a une chaîne YouTube du coup et qui donne du contenu où il fait des études de cas un petit peu patrimoniales sur du coup des gens qui sont sur la plateforme. Et je trouve que sa chaîne est très 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 pertinente pour des gens qui justement, tu vois, voudraient se former sur un peu ces sujets-là autour de l'éducation financière. Et en plus, ils viennent de rajouter, alors je suis pas du tout actionnaire, je suis juste consommateur du produit et je trouve qu'il est exceptionnel, vraiment. Et je trouve que il est très pédagogue en fait dans sa façon de présenter les choses. Et donc voilà, je recommanderais fortement du coup à ceux qui nous écoutent du coup d'aller sur sa chaîne YouTube parce que je trouve qu'elle est très qualitative. Voilà. Eh ben, c'est noté. Merci Damien, merci beaucoup d'être venu nous présenter, Lizzy aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et puis on vous dit à tous à la semaine prochaine. Merci Damien. Merci à vous deux. Bye bye.